10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight. OK. Pourquoi je commence la vidéo comme ça? Ben, j'avais le goût de commencer un peu différemment, puis c'est parce que ce que vous venez de voir, c'est un décollage qui a eu lieu il y a quelques mois seulement, fait par SpaceX. Et puis, une fusée qui décolle, c'est la meilleure démonstration que vous pourriez avoir de ce qu'on appelle l'accélération. Avez-vous vu ma transition spectaculaire? C'est la section 1.5 de la théorie qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'accélération, il y a plusieurs choses à comprendre dans cette section-là. On veut comprendre la différence entre une accélération moyenne et accélération instantanée. On veut aussi réussir à trouver l'accélération à l'aide d'un graphique de vitesse en fonction du temps et faire l'inverse, réussir à trouver la vitesse à l'aide d'un graphique d'accélération en fonction du temps. Donc, l'accélération, très rapidement, c'est quoi? Je vais sortir mon petit pointeur laser. Elle correspond au taux de variation de la vitesse par rapport au temps. Donc, expliquer très rapidement, une accélération, c'est une variation de vitesse. OK? Et je vais revenir à ma vidéo de la fusée. La fusée a décollé quelque part ici, vis-à-vis 7 minutes 10 de la vidéo. Et là, regardez bien, je vais l'avancer un petit peu. OK, quelque part ici. Voyez-vous, là, c'est un peu caché, là. Mais là, présentement, ça fait 1 minute 55 secondes que la fusée a décollé. Et là, sa vitesse est cachée, là, mais on est capable de la lire quand même. Regardez ici, en dessous du logo, là. 3380 km/h. En moins de 2 minutes, la fusée était arrêtée et 2 minutes plus tard, elle allait à 3380 km/h. C'est immense. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fusée? Elle a accéléré. Elle était arrêtée au début et seulement 2 minutes plus tard, elle était rendue à 3000 km/h. Elle a changé sa vitesse. Donc, quand on change une vitesse comme ça, ben, c'est une accélération. OK? Bon, on ne regardera pas la vidéo au complet, évidemment, mais vous pourrez aller la voir si vous voulez, là. Quelques minutes plus tard, on est rendu à 2 minutes 56. Regardez, là, la vitesse, 6658 km/h. C'est immense, elle continue d'accélérer. OK? Donc ça, c'est vraiment une belle démonstration de ce qu'est une accélération. C'est le fait de changer sa vitesse très rapidement, dans un laps de temps qui est très court. Okay? Et donc, l'accélération moyenne, on revient sur Terre avec notre théorie. L'accélération moyenne d'un objet qui se déplace en une dimension durant un intervalle de temps donné est donc, voilà, accélération avec une barre, c'est une accélération moyenne. C'est une variation de vitesse, delta V. Hein, l'opérateur delta, on se souvient que ça veut dire, dans le fond, valeur finale moins valeur initiale. Donc, delta vitesse, ça va être vitesse finale moins vitesse initiale, divisé par l'intervalle de temps. Vous savez, ce calcul-là, on pourrait l'appliquer à la fusée qu'on vient tout juste de voir pour trouver son accélération moyenne. Après tout juste 3 minutes, sa variation de vitesse, c'était 6650 km/h. Puis, son intervalle de temps, ben, c'était 3 minutes. Tout simplement, on pourrait, comme ça, calculer une accélération moyenne. Okay? On peut aussi parler d'accélération instantanée. Hein? Un peu comme on avait fait avec la vitesse. On avait commencé par voir la vitesse moyenne, ensuite on avait vu la vitesse instantanée. Bien là, on fait la même chose. Quand on utilise la définition de l'accélération moyenne, si je veux maintenant une accélération instantanée, donc là, ce ne sera pas sur un grand laps de temps, ça va être une accélération à un instant très précis. Donc pour faire ça, il faut que je prenne l'intervalle de temps delta t qui est là et que je le réduise le plus que je peux. Donc, en langage mathématique, on va dire qu'on prend la limite lorsque l'intervalle de temps tend vers 0. Vous voyez ici, accélération instantanée. C'est la limite de mon accélération moyenne lorsque delta t tend vers 0. Quand on fait ça, les opérateurs delta changent. Ça devient un opérateur dérivé. Donc, l'accélération instantanée, on peut dire que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps.
OK? Bon, je l'ai déjà dit, je le répète, là, nous, de cette session-ci, on ne fera pas de dérivés, surtout parce que vous ne les avez peut-être pas vus encore en mathématiques. Donc, on ne fera pas de dérivés mathématiquement, mais on va faire l'équivalent graphique de ça. Et donc, pour faire l'équivalent graphique, ben, ça aussi, on en avait fait un peu avec les vitesses. C'est juste que là, pour obtenir l'accélération instantanée, il va falloir qu'on prenne le graphique de la vitesse par rapport au temps. Donc, c'est ce que vous avez ici. Hein? Graphique de vitesse par rapport au temps. Si je veux trouver l'accélération instantanée, je choisis un point. Ensuite, vis-à-vis ce point-là, je trace une droite tangente. C'est ce qu'on voit ici. Et ensuite, on va calculer le taux de variation de cette droite tangente-là. Et ça va me donner, comme ça, l'accélération instantanée. Okay? Donc, dans le fond, les mêmes opérations qu'on appliquait avec la vitesse moyenne puis la vitesse instantanée, on retrouve ces opérations-là avec l'accélération moyenne, l'accélération instantanée. C'est juste que pour les obtenir, les accélérations, ben, on part de la vitesse plutôt que de partir avec la position quand on calculait les vitesses, par exemple. Okay? On peut faire l'inverse aussi. Si j'ai le graphique de l'accélération en fonction du temps, je suis capable de revenir en arrière et de trouver la variation de vitesse. Comment on fait ça? Ben, graphiquement, on va faire l'air sous la courbe de mon graphique d'accélération. Okay? Donc, ça aussi, l'air sous la courbe, on en a fait. C'est juste que nous, quand on faisait des airs sous la courbe jusqu'à présent, on le faisait avec un graphique de vitesse. Et l'air sous la courbe d'un graphique de vitesse, c'est un déplacement. C'est un delta X. Bon, ben là, quand notre graphique, c'est de l'accélération en fonction du temps, l'air sous la courbe ici, c'est une variation de vitesse. Okay? Et donc, de façon plus générale, on est capable de comprendre que les liens entre la position et la vitesse, c'est les mêmes liens qu'il y a entre la vitesse et l'accélération. Hein? Donc ça, c'est section là, 1.3 et 1.5 résumé, là, c'est ce graphique-là qui serait le plus important, je vous dirais. Parce que si on a le graphique de position en fonction du temps, on peut faire la pente de la tangente pour trouver la vitesse. Si on a le graphique de vitesse en fonction du temps, on peut faire la pente de la tangente pour trouver l'accélération. Et on peut faire le chemin inverse aussi. Si j'ai l'accélération, puis que je veux la vitesse, ça me prend une aire sous la courbe, puis une valeur, qu'on va dire une valeur initiale, là. Donc, comme ça nous permet de revenir au graphique de la vitesse. Maintenant que j'ai mon graphique de la vitesse, puis que je veux mon graphique de position, ben, même logique, on va faire l'air sous la courbe du graphique de vitesse, plus une position initiale, puis ça va nous donner comme ça le graphique de la position. Ça ici, c'est exactement ce qu'on a pratiqué dans la section 1.3. Dans notre dernier cours synchrone, là, c'est ça qu'on a pratiqué. Okay? Ben, il existe les mêmes liens entre vitesse et accélération. Et ça, c'est très important de le comprendre. La fonction mathématique qui donne la pente tangente, donc quand on fait l'opération de position à vitesse ou de vitesse à accélération, mathématiquement, il faudrait faire la dérivée. Mais graphiquement, on peut s'en tenir à faire la pente de la tangente. L'inverse, la fonction mathématique inverse qui donne l'air sous la courbe, ce que nous on va faire, s'appelle l'intégrale. Donc, si j'ai l'accélération puis je veux trouver la vitesse, mathématiquement, on ferait une intégrale. Puis, même chose pour la vitesse. Si j'ai la vitesse puis je veux trouver la position, je ferais l'intégrale. Okay? Mais évidemment, on ne fera pas d'intégrale, nous, en physique, parce que c'est votre deuxième cours de mathématiques, donc je ne m'attends pas à ce que personne ici sache vraiment c'est quoi une intégrale. Donc, c'est ça que dit le troisième point ici. Là. Dans le cadre du cours, nous nous concentrerons sur l'aspect graphique plutôt que l'aspect mathématique. Donc, nous, on va toujours y aller avec une méthode graphique. Et donc, voici les trois graphiques, un au-dessus de l'autre, avec toutes les transformations qu'on peut faire pour passer d'un graphique à l'autre. OK? Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. On fait juste le remettre là, comme ça en perspective. Puis, en même temps, bon, ça fait un bon rappel. Donc, par exemple, si je commence avec le graphique de la position en fonction du temps et que je veux une vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un point, on trace la droite tangente, on trouve le taux de variation de cette droite tangente-là. Ça va me permettre de trouver la vitesse vis-à-vis ce même temps-là. Même logique, si je veux partir de mon graphique de vitesse pour aller vers le graphique de l'accélération, je choisis un point, je trace la droite tangente, je trouve le taux de variation de cette droite tangente-là et la valeur que j'obtiens, ça représente mon accélération vis-à-vis le point que j'ai choisi. Ici. OK?
Puis, si on veut faire le chemin inverse, donc de accélération à vitesse, il faut faire l'air sous la courbe. Donc, on choisit un intervalle delta t qui nous intéresse, de là à là. On fait l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe du graphique de l'accélération représente la variation de vitesse. Donc, avec une vitesse initiale, avec une valeur qu'on connaît, parce qu'on se souvient que quand on fait ça, on va toujours d'une valeur qu'on connaît à une valeur qu'on cherche. Donc, avec ce delta V-là et ma valeur de vitesse que je connaissais déjà, je suis capable comme ça de trouver la variation de vitesse entre les deux temps. Et même chose, si je veux passer du graphique de vitesse au graphique de position, je choisis un intervalle de temps qui m'intéresse, je fais l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe de ça représente mon déplacement. Ça représente mon delta X. Donc, quand je reviens ici, si je connais mon déplacement, delta X, et que je connais en plus une position initiale, soit la finale, soit la initiale, ben, je suis capable de déterminer l'autre et c'est ce qui me permet comme ça là, de tracer mon graphique. Okay? Donc ça, vous avez toutes là, les façons de traiter les graphiques résumés sur cette image-là. Ensuite, pour ce qui est de l'interprétation des signes, il faut faire attention parce qu'avec l'accélération, le signe est peut-être pas aussi direct qu'avec la position et la vitesse. Quand j'avais une position positive, ça voulait tout simplement dire que mon objet est situé du côté positif de l'axe. Négatif, ça veut dire situé du côté négatif de l'axe. Par contre, quand ma vitesse est positive, ça voulait dire que mon objet se déplaçait dans le même sens que l'axe des X. Et quand ma vitesse était négative, ben on disait mon objet se déplace dans le sens contraire de l'axe des X. Mais avec une accélération, c'est pas aussi simple. On le dit ici, là. Une accélération positive n'indique pas nécessairement qu'un objet se déplace de plus en plus vite. L'inverse est aussi vrai. Une accélération négative n'implique pas nécessairement qu'un objet ralentit. Okay? Donc, bien sûr, il y a un truc pour comprendre qu'est-ce que ça fait un signe d'accélération, mais ce n'est pas aussi direct qu'on pourrait le penser. Voici d'ailleurs un exemple de ce qu'on vient d'avancer. Un objet se déplace dans le sens des X négatifs. Sa vitesse passe de 5 mètres par seconde à 2 mètres par seconde en 3 secondes. Quelle est son accélération moyenne? Bon, un petit schéma pour représenter ce qui se passe. À l'instant 0, donc c'est ici que mon objet était initialement. On voit une grande flèche vers la gauche. Ça veut dire que l'objet, initialement, il allait très vite. Puis, plus le temps passe, vous voyez, la grandeur des flèches diminue. Ça veut dire que l'objet, il va de moins en moins vite vers la gauche. OK? Donc ça, c'est la situation. On veut calculer l'accélération moyenne de cette affaire-là. Donc, on va tout simplement plugger notre équation qu'on a vue là, sur la première diapo. Hein. L'accélération moyenne, c'est la variation de vitesse divisée par l'intervalle de temps. Donc, variation de vitesse, on va faire vitesse finale moins vitesse initiale. La finale, c'est la 2 mètres par seconde. C'est la petite vitesse entre les deux. Mais attention, étant donné que la vitesse est orientée vers la gauche, on est orienté à sens contraire de l'axe des X, donc c'est une vitesse négative. N'oublions pas le signe de la vitesse ici. Donc, c'est moins 2 mètres par seconde qu'on va insérer comme vitesse finale. Et comme vitesse initiale, c'est le 5 mètres par seconde, qui est lui aussi vers la gauche. Donc, lui aussi, il va être négatif. Donc, on fait la soustraction des deux valeurs négatives. Moins 2, moins 5. Ça redevient un positif, ça, dans le fond, parce qu'il y a deux signes négatifs un à côté de l'autre. Divisé par l'intervalle de temps, on nous dit que ça nous prend 3 secondes pour changer cette vitesse-là de 5 à 2. Donc, on fait le petit calcul ici et ça donne une accélération positive, voyez-vous. 1 mètre par seconde carré, ça, c'est un résultat positif. Pourtant, l'objet va de moins en moins vite, comme on peut le voir sur le schéma ici. OK? Donc, je vous assure, il y a un truc, puis je vous le présente à l'instant même. Pour déterminer si un objet ralentit ou accélère, on doit comparer le signe de son accélération à celui de sa vitesse. Donc, il ne suffit plus de juste regarder le signe de l'accélération tout seul. Il faut le comparer avec le signe de la vitesse. Et c'est tout simple quand on connaît le truc. Lorsque l'accélération et la vitesse sont de même signe, l'objet va de plus en plus vite. Et à l'inverse, lorsque l'accélération et la vitesse ont des signes contraires, l'objet ralentit. Okay? Donc, voici des situations où est-ce que c'est le cas. On a du côté gauche ici les deux cas où est-ce que les objets se déplacent de plus en plus rapidement et à droite les deux cas où est-ce que les objets se déplacent de plus en plus lentement. Okay? Donc si on veut aller de plus en plus vite, il faut que les signes d'accélération et vitesse soient les mêmes. Donc si les deux signes sont positifs,
ça va aller de plus en plus vite. Si les deux signes sont négatifs, ça va aller de moins en moins vite. Et donc, c'est les deux cas que vous avez ici. Le cas en bleu, ça représente le cas où est-ce que la vitesse et l'accélération sont positives. Donc, graphique de vitesse en fonction du temps, on a des vitesses positives qui vont en grandissant. Ça va de plus en plus vite avec des vitesses positives. L'inverse, c'est si les deux sont négatifs. OK? Donc, voyez-vous, mon tracé en rouge, on a des vitesses ici qui sont négatives, mais pourtant, on va de plus en plus vite, même si ma droite est en train de descendre, parce que, souvenez-vous du petit truc que je vous avais donné, si mes valeurs de vitesse s'éloignent de la valeur 0, qui est ici, dans le fond, la valeur 0, c'est l'horizontale. Donc, ma droite s'éloigne de la valeur 0, donc mon objet ici, il va de plus en plus vite, même si mon trait il est en train de descendre. Okay? C'est juste que, dans le fond, la différence, c'est que avec mon tracé en bleu, mon objet va de plus en plus vite vers la droite, mais avec mon objet en rouge, c'est que mon objet va de plus en plus vite vers la gauche. Okay? C'est ça, dans le fond, la différence entre le signe de la vitesse de mon objet bleu versus mon objet rouge. Et les deux cas intermédiaires, c'est quand les deux objets, les signes des deux des accélérations et des vitesses sont contraires. Donc, ça veut dire que là, les objets vont ralentir. Donc, le premier cas en vert ici, on a une vitesse positive, mais une accélération négative. Donc, ça veut dire que l'objet va ralentir. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on voit. Mon tracé représente des vitesses qui sont positives, parce qu'on est au-dessus de l'axe horizontal, mais cette vitesse-là est en train de se rapprocher de l'axe horizontal. Donc, on se rapproche de la valeur 0. Donc, ça veut dire que mon objet est en train de ralentir. Même chose avec le cas en rose ici. Mes vitesses sont négatives, mais mes accélérations sont positives. Donc, voyez-vous, mes vitesses sont négatives parce qu'on est en dessous de l'axe horizontal, mais on est quand même en train de ralentir parce que le trait de vitesse est en train de se rapprocher de la valeur 0. Okay? Donc, on peut appliquer là, la même vulgarisation que j'ai appliquée à l'autre tantôt. Mon tracé en vert représente un objet qui va de moins en moins vite en allant vers la droite, tandis que mon objet en rose représente un objet qui va de moins en moins vite en allant vers la gauche. Okay? Donc, c'est ça la logique. Puis d'ailleurs, cette logique-là, je peux vous la montrer aussi sous forme de petits graphiques là, avec les longueurs de flèches. Tu sais, ça, essentiellement, c'est la même chose que cette représentation-là. C'est juste pour avoir une différente façon là, de les comprendre. Donc ici, c'est les deux cas où est-ce que mes accélérations sont positives. Donc, vous voyez, c'est le cas en bleu, puis le cas en rose. A et B, là, c'est le A qui est ici, puis le B qui est là. OK? Bon. Quand mes accélérations sont positives, ça veut dire que mon accélération est orientée dans le même sens que l'axe X, donc vers la droite. Mais dans ce cas-ci, dans le cas A, étant donné que ma vitesse, elle aussi, est orientée vers la droite, quand on regarde le sens des petites flèches, ça veut dire que la vitesse, elle aussi, est positive. Si les deux sont positifs, on va de plus en plus vite. C'est pour ça que la grandeur de la flèche augmente. À l'inverse, ici, mon objet se déplaçait vers la gauche. Et étant donné que vers la gauche, ça veut dire vitesse négative, vitesse négative et accélération positive, ça veut dire que mon objet va ralentir. Et c'est ce qu'on voit, la grandeur de mes flèches est en train de diminuer. Les deux autres cas, cas C et cas D, c'est lorsque mon accélération est négative, donc lorsque l'accélération pointe vers la gauche, okay? Et dans chacun des deux cas qu'on voit ici, dans le fond, c'est les cas C et D qu'on voit ici. Donc l'objet C, c'est l'objet qui ralentit parce que sa vitesse est orientée vers la droite, donc vitesse positive, tandis que son accélération est négative. Donc ça veut dire que ça ralentit. Si ça ralentit, on va voir la grandeur des petites flèches qui diminue. C'est effectivement le cas. Et le dernier cas, le cas D, c'est lorsqu'on va de plus en plus vite vers la gauche. Ça correspond au cas où est-ce que mon accélération est négative vers la gauche, mais vitesse est négative parce que l'objet se déplace vers la gauche. Et donc, le signe de l'accélération et le signe de la vitesse, c'est le même. Donc, ça veut dire que mon objet va de plus en plus vite. Et c'est ce qu'on peut voir avec la grandeur des flèches qui augmente. Voilà, tout simplement, c'est le truc qu'il faut qu'on applique pour comprendre si un objet va de plus en plus vite ou de moins en moins vite. Ça ici, c'est plus connaissance générale. OK? Je lis, puis je vous explique un peu après. Lorsqu'un humain est en mouvement, il ne ressent aucunement les effets de sa vitesse. C'est l'accélération qu'il ressent. Oui, parce que
techniquement, si vous êtes assis sur votre chaise dans votre chambre à coucher, ben, vous êtes arrêté, vous ressentez rien de spécial. Mais si vous prenez exactement cette même chaise-là et que vous allez vous asseoir dans l'autobus, par exemple, pendant que l'autobus va à vitesse constante sur l'autoroute, vous n'avez pas l'impression d'être en déplacement. Oui, peut-être vous allez le savoir parce que vous allez sentir des vibrations. Des fois, l'autobus va peut-être donner des petits coups parce qu'on prend des bosses sur la route, mais essentiellement, vous n'allez pas ressentir grand-chose. Ce que vous allez ressentir, c'est si l'autobus décide soudainement d'appliquer les freins parce qu'il y a un accident en avant et qu'il faut qu'il s'arrête au plus vite, ah ben là, vous allez sentir quelque chose. Vous allez vous sentir projeté vers l'avant. OK? Mais donc, ce que vous ressentez réellement, c'est l'accélération. Ce n'est pas la vitesse. OK? La preuve, c'est qu'on l'a vu un peu à la section 1.4. En ce moment, disons, à l'altitude où est-ce qu'on vit, là, Montréal et environ, on est en train de tourner à 1200 km/h autour du centre de la Terre. Est-ce que vous en avez l'impression? Non, vous ressentez rien parce que cette vitesse-là est constante. Okay? Si la Terre décidait d'arrêter soudainement de tourner, ah ben là, croyez-moi qu'on le ressentirait. On partirait à voler, puis tout le monde s'écraserait dans les murs. OK? Donc, évidemment, ça arrivera jamais, mais vous comprenez l'idée. La vitesse, on ne la ressent pas. C'est l'accélération qu'on ressent. OK? Et donc, c'est cette accélération-là aussi qui peut être dangereuse pour le corps humain. C'est pas la vitesse. Cette dernière peut devenir dangereuse si elle est trop grande ou si elle est ressentie durant trop longtemps. Le corps humain est capable de subir des accélérations sans trop de problèmes, jusqu'à temps que l'accélération, si elle devient trop grande, ou bien qu'elle est ressentie pendant trop longtemps, c'est là qu'on peut avoir des problèmes, là, parce que ça peut amener des cassures de nos os, ça peut amener des organes à moins bien fonctionner parce que le sang ne circule plus aussi bien parce qu'il y a des accélérations trop grandes. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans le petit tableau ici. Mais encore une fois, là, ça, là, on n'apprend pas ça par cœur, ça sert à rien. C'est vraiment juste la compréhension générale de l'accélération. OK? Donc, partons avec un point de départ que vous connaissez tous, là, 9,8 mètres par seconde carré. Ça, c'est l'accélération de chute libre à la surface de la Terre. Hein? Si on saute d'un avion, vous allez accélérer avec ce rythme-là, 9,8 mètres par seconde carré. Si on fait la même chose à la surface de la Lune, disons qu'on saute d'une fusée qui n'est pas encore atterrie sur la Lune, ben vous allez accélérer à 1,62 mètres par seconde carré. C'est à peu près 6 fois moins que sur Terre. Donc c'est pour ça que si vous avez déjà regardé les vidéos des astronautes qui sont allés sur la Lune, quand ils sautent, ils sont capables de sauter très haut parce que l'accélération de chute libre sur la Lune, c'est beaucoup plus petit que sur la Terre. Okay? On a l'impression qu'il flotte. Ben, c'est pas parce qu'il flotte, c'est juste parce qu'il tombe moins vite, étant donné que l'accélération est plus petite. 9 mètres par seconde carré, ça correspond aux accélérations des meilleures voitures sport. Donc, par exemple, Formule 1 et compagnie, là, ça peut avoir une accélération assez grande. Là. Donc, 9 mètres par seconde carré. À partir de 50 mètres par seconde carré, c'est là que l'accélération peut devenir nuisible au fonctionnement du corps humain. Okay? Si elle dure plus de quelques secondes. Donc, il faut que ça dure assez longtemps pour quand même que ça devienne un problème. Comme par exemple, il y a des manèges dans des parcs d'attractions. Je ne sais pas si vous êtes fan d'aller à la ronde et ce genre de choses-là. Il y a certaines attractions qui atteignent cette accélération-là, mais ils les atteignent pendant quelques fractions de secondes. Donc, les ingénieurs qui ont designé le manège, ils sont au courant de tout ça. Ils ne feront pas exprès pour créer un manège qui est dangereux pour l'être humain. Ça serait la pire des idées à avoir. Donc, certains de ces manèges-là, c'est ça, ils peuvent atteindre des accélérations, mais étant donné que ça ne dure pas très longtemps, ben, c'est correct. Puis, il n'y a pas de dégâts là, comme ça sur nos organes et sur notre fonctionnement intérieur. On peut continuer à accélérer avec des rythmes plus grands, bien sûr. À 120 mètres par seconde carré, par exemple, c'est l'accélération d'un siège éjectable pendant quelques dixièmes de seconde. Donc, un siège éjectable, là, ça, c'est un peu plus particulier, mais par exemple, les gens qui... des pilotes de jet,
Si jamais ils se rendent compte que leur jet va s'écraser parce qu'il y a un problème avec le moteur ou quoi que ce soit, ils peuvent s'éjecter de l'avion. Et donc, l'accélération qu'ils vont subir pendant que le siège s'éjecte, ça va être ça, là, 120 mètres par seconde carrée. C'est immense comme accélération, mais pourtant, ça va pas endommager là, le corps de la personne parce que ça dure seulement quelques dixièmes de seconde. Donc, littéralement, là, le siège éjectable, habituellement, ça sauve des vies. Le pilote peut s'éjecter avant que l'avion s'écrase, là, d'habitude. Ça sauve une vie. Et bien sûr, on peut continuer encore plus extrême. 1000 mètres par seconde carrée, c'est l'accélération d'un passager portant une ceinture de sécurité lorsqu'une voiture frappe un mur à une vitesse de 60 km/h. Hein? Puis, je tiens à dire que nos voitures sont capables d'aller bien plus vite que 60 km/h. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on va à des vitesses trop grandes sur l'autoroute, si jamais il fallait que vous fassiez une sortie de route puis que vous frappiez un arbre, c'est ça qui nous endommage. Hein? C'est pas la vitesse en tant que telle. Parce que techniquement, on pourrait aller à 120 km/h toute notre vie sur l'autoroute puis ça serait correct. Le problème, c'est si on prend notre auto à 120 km/h puis qu'on vise un arbre. Là, ça va faire mal. C'est pas la vitesse qui nous fait mal, finalement, c'est l'accélération. OK? Mais pourtant, bon, la ceinture de sécurité, ce qu'elle va faire, oui, elle va créer une accélération absolument immense, mais ça dure seulement quelques centièmes de seconde. Donc, encore là, ça dure pas assez longtemps pour que ça soit dommageable. Ça risque de cogner quand même, bien sûr, mais encore une fois, si ça peut permettre que la ceinture de sécurité vous sauve la vie, ben, on va le prendre. Hein? Donc, voilà pour ça ici. Je ne m'attends pas à ce que vous sachiez ça. C'est juste, encore une fois, là, de la connaissance générale. Et c'est ce qui met fin à la section 1.5. Petite section rapide. J'avais pas préparé d'exemple là-dessus parce que je considère que faire des tours de variation et faire des airs sous la courbe, c'est essentiellement la même chose que ce qu'on a fait à la section 1.3. Bien sûr, on va le pratiquer lors du prochain cours synchrone, mais pour le moment, je pense que juste de comprendre c'est quoi l'accélération et comment on l'obtient, c'était là, le point important. Donc on se laisse là-dessus et à très bientôt dans la section 1.6.